présente professeur Zaid Mohamed, professeur d'économie à la faculté de droit, Université Qadiriyya de Marrakech. Introduction générale, objet. Ce cours de macroéconomie s'adresse en priorité aux étudiants de première année de licence en sciences économiques et de gestion, en mettant particulièrement l'accent sur les fondements théoriques de la macroéconomie. Ce cours permet aux étudiants d'assimiler les mécanismes élémentaires de l'équilibre macroéconomique à court terme, de comprendre le fonctionnement d'économies où interviennent pourtant des millions d'individus, prenant chaque jour, chaque mois, chaque année des dizaines, des centaines, voire des milliers de décisions qui affectent l'économie dans son ensemble. Ce cours permet aux étudiants de comprendre également ce que c'est que le revenu national, ce que c'est que le revenu national d'équilibre, sa formation, l'effet de la variation de la demande globale ou l'une des composantes de la demande globale sur le revenu national d'équilibre, ce que c'est que le multiplicateur des dépenses, ce que c'est que la détermination d'équilibre ISLM. L'étudiant trouvera donc un cours présenté d'une façon précise, simple, compréhensible et complète, enrichi d'encadrés présentant les formalisations mathématiques et leur application et d'exercices d'application corrigés. Présentation de la macroéconomie. Qu'est-ce que la macroéconomie? L'analyse macroéconomique comme branche spécifique de l'analyse économique date de la publication en 1936 de la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie de John Maynard Keynes. La macroéconomie résonne à l'échelle de groupes d'agents tels que les ménages, les entreprises, l'administration, etc. et d'agrégats comme la production, la consommation, l'investissement et l'emploi. La macroéconomie étudie donc les phénomènes et les relations économiques de manière globale. D'une manière générale, le but de l'analyse macroéconomique est d'expliquer le fonctionnement d'une économie dans son ensemble, de repérer les variables responsables des principaux déséquilibres économiques réels, tels que l'inflation, le chômage, le déficit budgétaire, déficit de la balance commerciale, etc., et d'atteindre certains buts fixés, la stabilité des prix, le plein emploi, l'équilibre extérieur et la croissance économique. Les agrégats de la comptabilité nationale. Le plus important agrégat, c'est le PIB. Mais d'abord, quels sont les principaux agrégats de la comptabilité nationale? Les agrégats sont des indicateurs synthétiques qui mesurent le résultat de l'activité économique de l'ensemble de l'économie. Et il y a 4 catégories d'agrégats. Agrégats de production, agrégats de revenus, agrégats de dépenses et agrégats d'épargne. Agrégats de production. Le plus important, je l'ai déjà mentionné, c'est le PIB. Le PIB, c'est la quantité de richesse créée sur une année par les unités de production résidentes sur le territoire économique d'un pays. Comment mesurer le PIB, l'analyser ou le définir? Il y a bien sûr 3 approches. Le PIB peut être analysé donc, sous 3 angles, par la production, par les revenus ou par la demande ou la dépense. Le calcul du PIB à partir de la valeur ajoutée s'appelle l'optique production. Le PIB est ainsi la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels, augmenter des impôts, moins les subventions sur les produits. Le PIB au prix du marché représente donc le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes. Une précision. Le PIB est calculé au prix du marché, mais la somme des valeurs ajoutées est déterminée au prix de base.
C'est la raison pour laquelle, pour passer au prix du marché, il faut ajouter au prix de base les impôts nets de subvention sur les produits. Il y a deux autres manières de calculer le PIB, l'approche revenu et l'approche dépense. L'approche revenu. La richesse créée est ensuite distribuée. Le PIB correspond alors à la rémunération salariée, des salariés bien sûr, plus les excédents bruts d'exploitation dégagés par les entreprises, plus le revenu mixte, augmenté du montant total des impôts sur la production et les importations perçues par l'État, moins les subventions. L'optique revenu met en évidence la répartition de la richesse produite entre les salariés, les entreprises et l'État. Remarque, l'excédent brut d'exploitation et le revenu mixte représentent la part de la valeur ajoutée qui revient aux entreprises. Pour l'excédent brut d'exploitation, on trouve les intérêts pour les prêteurs, les dividendes pour les associés, le loyer de la terre, etc. Le terme revenu mixte s'applique aux entreprises individuelles et dans ce cas, ce revenu mixte représente à la fois le capital, rémunère à la fois le capital et le travail du producteur. La richesse distribuée est ensuite dépensée. C'est l'approche dépense ou l'approche demande. Le PIB correspond alors à la partie de la production destinée aux emplois finaux, c'est-à-dire tous les emplois sauf la consommation intermédiaire. Le PIB est égal donc à la consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations de biens et services, moins les importations de biens et services. L'optique dépense met en relief les utilisations possibles de la richesse produite dans la consommation, dans la constitution de stock, dans la constitution des stocks, dans l'investissement, dans les exportations nettes des marchandises, des biens et des services. Conclusion, quelle que soit la méthode utilisée, on peut toujours obtenir le même résultat. Le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées brutes, qui est égale à la somme des rémunérations, laquelle est égale à la somme des dépenses. Les trois optiques sont équivalentes. Le PIB obtenu par trois optiques, trois approches, est appelé le PIB au prix du marché. Les agrégats de revenus. Il y a généralement deux grands agrégats, le revenu national brut et le revenu national brut disponible. Le revenu national mesure le revenu que les résidents tirent de l'activité des unités de production résidentes ou non. Le revenu national brut est égal au PIB plus le revenu primaire reçu du reste du monde par des unités résidentes, moins le revenu primaire versé au reste du monde, c'est-à-dire payé par les résidents à des unités non résidentes. Les revenus primaires sont le revenu du travail, les salaires et les traitements, le revenu du capital de la propriété, le loyer, la rente, dividendes, l'intérêt, et les impôts liés à la production et à l'importation, exemple la TVA et les droits de douane. Le PIB est remplacé par un autre agrégat appelé revenu national brut disponible. Le revenu national brut disponible est égal au revenu national brut au prix du marché, diminué des transferts courants, c'est-à-dire les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, les cotisations sociales, les prestations sociales et autres transferts courants versés au reste du monde, et augmenté des transferts courants reçus du reste du monde. Troisième agrégat, les agrégats de dépenses. Le premier agrégat de dépenses, c'est la dépense nationale brute, qui est égale à la consommation finale nationale,
plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock. Avec une précision, la formation brute du capital fixe plus la variation de stock correspondent à l'investissement. Donc, il se compose de la consommation finale nationale plus l'investissement, c'est-à-dire la demande interne. La consommation finale nationale, elle correspond à la dépense de consommation finale des ménages, plus celle des administrations publiques, plus celle des institutions sans but lucratif au service des ménages. Il y a également l'investissement, qui comprend l'investissement des entreprises, l'investissement des ménages, c'est surtout la construction de logements, et l'investissement d'administration publique. Le deuxième agrégat de dépenses, c'est la demande globale, qui est égale à la consommation finale nationale, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations nettes, les importations. Le quatrième agrégat, c'est celui de l'épargne. Le plus important, c'est l'épargne nationale brute. Elle est égale au revenu national brut disponible moins la consommation finale nationale. L'épargne nationale nette est égale à l'épargne nationale brute moins l'amortissement. Une précision ou un rappel. En ce qui concerne l'économie du Maroc, il y a deux principales sources statistiques. Il y a les rapports du HCP et les rapports de la Banque du Maroc. Toujours dans le cadre de la présentation de la macroéconomie, le troisième point, les grands équilibres et relations macroéconomiques de base. L'équilibre emploi-ressources. L'équation synthétisant l'équilibre emploi-ressources est donc la suivante. C'est le PIB plus les importations, d'un côté, est égal à la consommation finale plus la formation brute du capital fixe plus la variation de stock plus exportation de l'autre côté. Les ressources en biens et services, produits et importés, sont égales aux emplois. Le PIB des importations représente les ressources dont dispose le pays. Les emplois représentent les utilisations possibles de ces ressources. Cependant, l'équilibre emploi-ressources est un équilibre comptable qui peut masquer un ensemble de déséquilibres économiques comme le déséquilibre de la balance commerciale ou le déséquilibre de la balance des opérations courantes. Les identités comptables initiales. La littérature économique emploie fréquemment comme synonyme les termes de produit national et revenu national et dépenses nationales. Le point de départ, c'est l'égalité entre le produit net et la demande globale, c'est-à-dire l'égalité entre l'offre globale et la demande globale, et l'égalité produit national égale au revenu national, c'est l'égalité produit-revenu. La relation d'équilibre, nous allons prendre le cas d'un modèle bisectoriel, donc considérant une économie fermée composée uniquement d'entreprises et de ménages, c'est-à-dire une économie sans dépenses publiques et sans échange extérieur. La première façon d'exprimer l'équilibre, c'est l'égalité produit national égale demande globale, c'est-à-dire offre globale égale à la demande globale, avec la demande globale qui est égale à la consommation plus l'investissement. La deuxième façon d'exprimer l'équilibre est la suivante. Le produit national est égal au revenu national. C'est l'équation numéro 2, avec revenu national est égal à la consommation plus l'épargne. Comme à l'équilibre, l'équation 2 est égale à l'équation 1, c'est-à-dire la consommation plus l'épargne est égale à la consommation plus l'investissement. Alors on aura l'investissement est égal à l'épargne. Et c'est l'équation 3. C'est ce qu'on appelle le modèle revenu-dépense.
Et nous voyons clairement que l'épargne des ménages finance exactement l'investissement des entreprises. Et une deuxième relation d'équilibre. Dans ce cas-là, on va prendre un modèle quadrisectoriel. L'équilibre ou l'équation d'équilibre 1, elle correspond à l'égalité toujours produit national égale demande globale, c'est-à-dire Y, le revenu national, est égal à la consommation plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus exportation, moins importation. Il s'agit donc d'une économie ouverte avec présence de l'État. Les importations sont des ressources supplémentaires de biens et services pour le marché national, alors que les dépenses publiques, puisqu'il y a présence de l'État, et les exportations sont des emplois supplémentaires. L'équation d'équilibre numéro 2, c'est l'égalité produit national égale revenu national, avec revenu national, Y est égal la consommation, plus l'épargne, plus les impôts. En utilisant les deux équations 1 et 2, on dégage l'identité synthétique numéro 3 du l'équilibre macroéconomique, c'est-à-dire l'investissement plus les dépenses publiques plus exportation moins importation est égal à l'épargne plus les impôts. Il s'ensuit que l'épargne moins l'investissement plus l'impôt moins les dépenses publiques est égal au sort de la balance commerciale, exportation moins importation. Cependant, l'équilibre macroéconomique peut masquer un ensemble d'équilibres économiques. Par exemple, un déficit de la balance commerciale équivaut à une épargne insuffisante pour financer l'investissement. Il faut donc compenser ce déficit par une entrée de capitaux étrangers en faisant appel à l'épargne des non-résidents. Quatrième point, le principe de la demande effective. Contrairement aux postures de l'analyse classique et néoclassique, Keynes considère que c'est la demande qui détermine l'offre. Le volume de production globale et le niveau de l'emploi qui en résulte dépendent non pas de la demande courante, mais de la demande anticipée. C'est ce que Keynes appelle la demande effective. Par ce principe, Keynes rejette la loi de Say ou la loi des débouchés. L'équilibre sur le marché des biens et services devient alors le déterminant de l'équilibre sur le marché du travail. Quels sont les déterminants de la demande globale? Notre principal objectif est de traiter le problème fondamental de la détermination de la demande, de la détermination de l'équilibre macroéconomique en économie ouverte, que l'on peut exprimer par l'égalité suivante, offre globale égale demande globale. Pour cela, et dans un premier temps, nous examinons la question de l'équilibre en rapport avec le seul marché des biens et services. Ce sera l'objet des chapitres 1, chapitre 2 et chapitre 3. Et dans un deuxième temps, nous prendrons en compte les deux dimensions réelles et monétaires de l'approche keynésienne de l'équilibre pour voir comment s'opère la détermination simultanée de l'équilibre global sur le marché des biens, IS, et sur le marché de la monnaie, LM. Ça fera l'objet du chapitre numéro 4. Le plan du cours est le suivant. Chapitre 1, la fonction de consommation. Chapitre 2, la fonction d'investissement. Chapitre 3, l'équilibre macroéconomique keynésien. Chapitre 4, le modèle IS, LM.